pour écouter notre conférencier, M. Colinchero, qui nous vient quand même du Québec, il faut le dire. Oui, voilà. C'est le plus grand État du Canada, carrément. C'est le plus grand État du... Oui. Ah. Oui. Et le seul français. Mais voilà. j'ai expliqué tout ça. Il a expliqué tout ça. Donc j'ai déjà parlé du droit à l'image, donc ça c'est réglé. Je ne vais pas faire un long discours, donc je vous remercie d'être venus. C'est une opération qui est conjointe entre plusieurs personnes. L'aéroport ufologique, OVNI Paris, qui offre sa salle et puis sa logistique, et puis aussi un groupe ici, qui s'appelle... Non, on n'a pas de nom. Vous n'avez pas un groupe sans nom, non identifié. Donc des ovnis partout. Voilà, je vais passer la parole à Stéphane, qui va dire 2 mots, donc notre conférencier, puis ensuite on attaque directement. Merci. Voilà, merci. Donc, merci d'être venu ce soir. Donc, je ne vais pas être long, je sais que vous l'attendez tous, tel une rockstar. Donc, en fait, en 2 mots, Colin va vous présenter son histoire, ses contacts, ses interactions avec une ou plusieurs espèces extraterrestres. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est tout le message, le vécu, ce qu'il y a à l'intérieur. Et bien sûr, après, chacun est invité à se faire son propre avis. Bonne soirée. Habituellement, je parle avec un micro sans fil, car je suis très expressif et j'ai des grands bras. Ouh, quelle semaine! J'ai donné une conférence à Nantes, une conférence à Montpellier, et je termine en apothéose à Montréal. À Paris. Dans ma tête, je pense... Il faut dire aussi que je reviens de 4 mois où j'ai passé 2 mois en Thaïlande, 1 mois en Malaisie et 1 mois en Égypte, et je suis revenu le 29 mars. Et j'ai pas eu le temps de défaire mes valises qu'on me demandait de venir ici. On a ici devant la grande Yannick Berbesson. Vous avez des noms bizarres chez vous. Alors Berbesson, et c'est grâce à elle que je suis ici. Elle a parti le projet avec Nantes, et après Stéphane s'est greffé et on m'a invité et tout s'est mis en place. Ça fait plusieurs années qu'on me demandait de venir, mais rien n'était concret, rien ne se structurait, et j'ai dit à mes membres, à ceux qui me suivent et qui m'aiment, si vous voulez que je vienne ici, en France, organisez-vous et ça va me faire un plaisir de venir. Parce que mes ancêtres français, je ne me trompe pas si je dis que mon père vient de Poitou et ma mère, les ancêtres de ma mère de la Normandie. Ok, je vais commencer tout de suite, mais je vous dis tout de suite que je suis heureux d'être ici et je vois qu'il y a des beaux visages prêts à boire mes paroles. Je suis très humoristique, alors attendez-vous à quelques blagues, je ne peux pas m'en empêcher. Mais moi, ça m'aide parce que quand on est un contacté, si on n'est pas capable d'en rire, de s'en amuser, ça peut devenir très rapidement très lourd. Comment expliquer pour le départ? J'ai 67 ans. J'ai connu mes premiers enlèvements à l'âge de 4 ans. Mais je vais commencer. Je suis originaire du Québec. Au Canada, il y a 10 provinces. C'est le plus grand pays après la Chine. Sauf que la population se retrouve dans la bordure près des États-Unis et tout le reste, c'est de la toundra, des petits sapins et du froid et de la neige et du froid. Ce sont tous des provinces anglaises, sauf le Québec qui à l'origine s'appelait la Nouvelle-France. Et d'ailleurs, je vais vous faire un petit reproche, votre roi Louis XV, après une guerre de 7 ans, il a dû céder des territoires. Il y avait le choix entre céder le Québec ou les Antilles, la Martinique, la Guadeloupe. Et je ne sais pas pourquoi, il a gardé la Guadeloupe et la Martinique, et nous, on nous a sacrifiés. Il faut que vous sachiez qu'en l'espace de quelques années, il y avait 20 000, 30 000 Français dans la Nouvelle-France. Et du jour au lendemain, on est devenu sous la tutelle anglophone, protestante.
Alors mes ancêtres ont tout fait pour continuer à parler français. Et pourquoi les Anglais ne nous ont pas assimilés? Ils avaient besoin de soldats pour défendre les frontières avec les Américains et avaient besoin de gens pour travailler dans les usines. Alors mon joli accent est du vieux français, parce que mes ancêtres n'ont pas pu faire évoluer la langue. Ils ont seulement essayé qu'elle ne meure pas. Alors, elle s'est figée dans le temps. Donc, je vais vous dire une expression très simple. Quand vous dites « moi » et « toi », nous, on dit « moi » puis « toi ». Et si vous voulez me comprendre, pendant la conférence, les « a », descendez-les d'un octave pour que ça devienne des « a ». Tamara est là-bas et je suis là. Tamara est là-bas et je suis là aussi. Alors, vous n'avez que monter d'un octave et ça devrait à peu près être compréhensible, ma conférence. Montre-moi Annick va faire les changements. Voyez-vous, c'est le Québec et il est entièrement autour d'un fleuve qui s'appelle le fleuve Saint-Laurent et 90% de la population se trouve autour de ce fleuve. Tu peux déjà montrer la suivante. Voyez la carte du Québec. Il y a le fleuve Saint-Laurent et les deux grandes villes, c'est Québec, la capitale politique, et vous avez Montréal, la capitale économique. Et voyez-vous tous les petits villages qui sont tous des saints. Nous, on n'a que des saints au Québec. Alors, c'est Sainte-Cécile, Saint-Timothée, Saint-Gédéon, on les a tous les saints. Et moi, je suis né ici, près d'une ville qui s'appelle Montmagny, et je suis né dans un tout petit village qui s'appelle Sainte-Euphémie. Donc, je suis un euphémisme. Je n'ai jamais accepté, mais c'est quand même... Et mes parents... Ah oui. Mon père était chef de gare. Ça veut dire qu'il s'occupait d'une station de chemin de fer, et je suis né dans une gare, avec les passagers, les colis et les trains. Ils m'ont peut-être d'ailleurs reçu dans un colis. Et je suis né dans ce petit village, mais à l'âge de 4 ans, mon père a été transféré dans une autre gare qui est près de Drummondville, à 1/3 de Montréal et 2/3 de Québec. Un petit village qui s'appelle Saint-Cyril de Wendover. Suivant. Et voici la gare originelle du début du 20e siècle. À l'époque, les gares, c'était des châteaux énormes. Mon père avait ses bureaux ici, et de chaque côté, il y avait deux salles d'attente. Une pour les hommes et leurs crachoirs, et une autre pour les femmes et les enfants. Ils étaient séparés. Et mon père avait 2 guichets de chaque côté pour vendre des tickets, comme vous dites, aux femmes et aux hommes. Au 2e étage, il y avait une chambre pour la visite, la chambre des garçons, la chambre des filles, et de l'autre côté, la chambre de mes parents. Prochaine image. Et la voici à l'époque que moi j'ai vécu dans cette gare. Seulement la chambre des garçons avait 3 lits doubles et 3 bureaux. Et on pouvait jouer à la cachette dans la pièce. Les plafonds étaient très hauts et il y avait un terrible grenier que le soir, quand j'allais me coucher, c'était terrible. Il fallait que je vérifie le loquet qui soit bien fermé. Je suis l'avant-dernier d'une famille de 10 enfants. J'ai une sœur après moi. Parce qu'à l'époque, les curés dans les villages passaient toutes les années pour dire aux femmes, « Est-ce que vous êtes enceinte cette année? » « Oh, madame, vous vous êtes assis sur votre siège, faites un effort. » Alors, des familles de 8 à 16 enfants étaient très normales. Quand une femme n'avait que 7-8 enfants, elle s'était laissée aller. Alors, j'étais un des premiers à aller me coucher, parce que l'hiver, au Québec, quand il fait très froid, c'est à 4h30 de l'après-midi, donc à 16h30, qu'il fait noir total. Alors, quand moi j'allais me coucher, le premier, j'étais le plus jeune, j'avais un escalier à monter, et au milieu de l'escalier, il y avait un rideau, et derrière ce rideau,
c'était l'obscurité totale. Je courais pour allumer une petite veilleuse dans le corridor. Après, je vérifiais que le loquet du grenier était bien installé et je me couchais dans mon lit et je m'embrayais sous les couvertures, sur la tête, sous mon corps et je respirais avec un petit tube de carton. J'avais une peur panique d'aller me coucher. J'avais peur qu'il y ait des mains qui me touchent au milieu de la nuit. Au risque d'étouffer, je ne pouvais pas sortir ma tête d'en dessous des couvertures. Et je me réveillais souvent à 3 heures de la nuit et je descendais dans la cuisine et seul, entre 3 heures et 5 heures, je mangeais, je prenais mon déjeuner, je faisais mes devoirs et j'étais bien seul dans la cuisine. Vous allez comprendre à un moment donné que c'est un des premiers phénomènes récurrents, les gens qui se réveillent à 3 heures et qui cherchent à fuir leur chambre, puisque les enlèvements se passent souvent entre 1 heure et 3 heures. Alors j'ai passé mon enfance effrayé dans cet immense château hanté, mais vers l'âge de 15 ans, excusez-moi, j'étais mal dans ma peau, j'étais très solitaire, je fuyais les gens, et pour ne pas vivre une vie de tristesse, j'ai commencé à écrire. Et quelque chose en moi me portait à écrire. J'ai commencé à écrire des poèmes, j'avais 14-15 ans, j'ai commencé à écrire des poèmes, et à 17 ans, j'ai publié un premier texte de poésie. J'avais un frère qui avait un studio d'enregistrement, de publicité, pas d'enregistrement, de publicité. Alors j'ai fait paraître un premier livre qui s'appelle « Prisonnier d'un monde ». Voulez-vous entendre le premier poème du livre? Ça va vous donner un peu l'aspect de ce que j'étais à cet âge. J'aurais dû sortir mes choses. Dites-vous que nous sommes en 52, 62, à peu près en 1966. Je n'ai que 16 ans. Pas trop long. La peine du monde sur le cœur, des pensées hantées, des pensées brouillées qui me hantent, la peine des hommes, le malheur d'autrui, les déceptions étouffantes qui m'étranglent. Je cours sur la plaine, la mort entre les dents, cherchant le salut, je crache dans la terre, je suis la pluie. Je suis l'âme qui hante les nuits sombres, je fuis la rivière profonde et noire, celle qui m'appelle, mais je m'enlise dans des remous. Je tends les bras vers le ciel, cherchant l'aide, le secours, mais la terre me retient. Je sens toutes les angoisses des heures, et lentement je coule au plus profond, ne cherchant plus le secours. Pour un enfant de 16 ans, je trouve ça un peu lourd. J'avais l'impression, quand j'écrivais, que quelqu'un me parlait à travers ma main, racontait son éternité, sa vie très longue. J'avais l'impression que c'était un vieillard, un homme très vieux qui parlait à travers moi. Je l'ai publié, et ce livre-là a été lu par une amie, je vais être très clair, une gouvernante qui s'occupait des enfants d'une de mes sœurs a lu ce livre, elle était bouleversée et elle m'a dit « il faut que je rencontre cette personne-là ». Et quand j'ai rencontré cette femme qui avait 7 ans plus vieux que moi, je me suis retrouvé devant une femme qui va devenir mon maître, mon mentor. Une femme qui était déjà dans le milieu de la parapsychologie, qui avait exploré tout ce domaine-là et qui avait des connaissances énormes. Et grâce à elle, j'avais une première porte de sortie. Découvrir qui je suis à travers les phénomènes paranormaux. Et l'image suivante, c'est le premier phénomène dans ma vie face aux extraterrestres. J'étais avec mon ami sur un balcon. Nous sommes à Lévis,
une ville en face de la ville de Québec, avec le château Frontenac. Et un soir, qu'on regardait sur un balcon, en plein été, devant son balcon, il y avait 2 rangées de lumières de chaque côté de la route. Et moi, j'ai dit, bon, c'est des lumières, des lampadaires. Et qu'est-ce que je vois? Une lumière blanche, une boule blanche. Bon, dans ma tête, c'était un autre lampadaire plus loin, jusqu'à temps que je me rends compte que le lampadaire n'était pas au-dessus de la route, mais bien au-dessus du fleuve. Ici, c'est le fleuve Saint-Laurent, dont je vous ai parlé tantôt. Et on avait l'impression que la boule blanche nous regardait, nous observait. Elle est restée devant nous 3 quarts d'heure. On est rentré à l'intérieur. Bon, OK. Et quand on est ressorti 1 demi-heure plus tard, elle avait disparu. Je vais vous dire à mesure qu'est-ce que ça cache. On sait maintenant qu'il y a ces fameuses boules de lumière. Ce sont des exploratrices. Ce sont des boules qui ont la capacité de pouvoir enregistrer tout ce qui se passe au niveau son, au niveau image et même au niveau odeur. J'ai eu d'autres expériences plus tard dont je parlerai. Mais c'était ma première expérience avec un phénomène extraterrestre. Et j'avais vraiment l'impression qu'on était observé par cette boule. Qu'est-ce qui s'est passé après? Moi, je suis quelqu'un qui, à partir de mon premier livre de poèmes, une voix en moi m'amenait à écrire. Je me suis mis à écrire d'une façon presque fiévreuse. J'écrivais. Et autour de mes textes, qu'est-ce qu'il y avait comme sujet? Les extraterrestres. Ici, je vais vous le montrer. À ce moment-là, j'ai à peu près 19-20 ans et je suis artiste peintre. Au cas que vous ne le saviez pas, je suis artiste peintre, je fais carrière lentement dans le milieu. Et quand je fais des expositions, je m'amuse à faire des manifestes, des pamphlets, où différents sujets sont traités. Mais comme celui-ci, qu'on voit ici, ne vous trompez pas, ce vieux journal avec ses dessins anciens, c'est complètement faux. C'est moi qui ai décidé d'imiter un vieux journal d'une autre époque pour traiter, montre l'image suivante, pour traiter à l'intérieur l'attente du monde futur, la guerre des folies, le chaos, les élus, le retour des anges, les lois du bonheur. Commencez à comprendre que j'étais légèrement illuminé. Légèrement. Et j'ai imprimé ça, je le distribuais autour de moi et je pense qu'il y avait juste moi qui comprenais ce que je faisais. À ce moment-là, mon père avait pris sa retraite et nous avions aménagé dans la ville de Drummondville, qui n'était pas très loin. Mais n'oubliez pas qu'on est à peu près en 72-74. Alors, les messages de fin du monde, de guerre, de chaos, si vous attendez la fin du monde pour demain, moi, je l'attends depuis 1976. Alors, j'ai arrêté de mettre ma valise au bord de la porte en attendant qu'on vienne me chercher en catastrophe. Alors, je l'ai remis dans mon armoire. Et il va se passer un deuxième phénomène. Montre l'autre image. Encore un autre manifeste que j'ai fait en 1975, appel aux extraterrestres. Il y a personne qui m'a rappelé, mais j'ai lancé un appel aux extraterrestres. Les extraterrestres m'obsédaient du matin au soir. Et comment expliquer? J'habitais dans une petite ville, j'avais quelques amis, mais je n'étais en contact avec aucune personne dans ce domaine, sauf mon amie Monique, qui s'intéressait beaucoup à tout le paranormal. Alors j'ai imprimé des textes que personne ne comprenait et que moi-même je comprenais à peine. Là, je vais vous expliquer comment ça se passait. On sait que 95% des gens qui se font enlever par des extraterrestres
disent toutes la même chose. On nous parle dans la tête. Peu d'extraterrestres nous parlent avec leur voix, mais c'est par la pensée. Ça, c'est reconnu, c'est accepté. Ils nous parlent à travers nous par la pensée. Alors, c'est facile de comprendre qu'un être comme moi peut leur parler et recevoir par la pensée des messages. Je fais la différence entre quand c'est ma propre pensée qui s'exprime et quand c'est une entité qui me parle dans ma tête, tout simplement comme si je parlais à quelqu'un au téléphone. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est juste pour vous dire que j'entends des voix qui me parlent, mais on va comprendre que j'ai passé le stage de penser que je suis fou. Ça fait très longtemps que j'ai réglé ce problème. Mais là, il va se passer un autre phénomène. J'ai à peu près 22, 23 ans et j'ai mon premier appartement. J'ai un lit qui donne sur une fenêtre devant moi. Et je suis seul, un grand appartement. Et un soir sur deux, un soir sur trois, je me couche et je rentre dans des états de grande crise. Qu'est-ce que je fais ici? Je ne veux plus rester ici. Amenez-moi, venez me chercher. Je ne comprends pas les humains, je ne veux pas les comprendre, je suis malheureux, j'ai horreur d'être sur la terre, je veux repartir le plus vite possible. Et ça, je rentrais dans des états de transe, des états de spasme. Je pleurais, je criais. C'était tout mon corps qui criait, venez me chercher, SOS, je ne peux plus vivre sur la terre. Il faut que je vous dise que je viens d'une famille de bohémiens où on ne m'a jamais frappé, on ne m'a jamais chicané, on ne m'a jamais dit quoi faire, on m'a toujours laissé libre, il n'y avait pas d'heure pour manger, pas d'heure pour se coucher. Donc, mon milieu familial était même très, très ouvert. Donc, je n'ai pas eu aucun traumatisme de ma famille pour prétendre être aussi mal dans sa peau et de vouloir à tout prix quitter la planète. Et c'était symptomatique. C'était 2 fois, 3 fois par semaine. Je fixais par la fenêtre une étoile et je disais « Non, 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 j'en peux plus, là. Venez me chercher. C'est pas ma place ici. Si j'ai signé un contrat avant de venir, je peux-tu le déchirer? » C'était assez intense. Et un soir, après une de mes Xème crises, tout d'un coup, je me suis retrouvé le corps paralysé de la tête aux pieds. Je ne pouvais plus bouger, ni les jambes, ni les bras, rien. Paralysé total. Et il est apparu à ma droite un vieillard, un homme âgé. Je ne dirais pas un vieillard parce qu'il avait à peu près mon allure aujourd'hui. Alors, un personnage avec d'un certain âge. Il est apparu et il m'a dit que 2 phrases. Il faut pas que je me trompe, parce que j'essaie d'être authentique. Calme-toi, calme ton esprit. Et quand il a dit ça, image suivante, j'ai senti une partie de mon être sortir de mon corps et passer à travers la fenêtre qui était devant moi. À ce moment-là, je me suis plus souvenu de rien, me suis réveillé à peu près, je me suis réveillé et je me suis endormi, j'ai recommencé à bouger. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre ma sortie et le fait que j'ai repris conscience et j'ai recommencé à bouger dans mon lit, je ne sais pas. Donc, je fais une nouvelle parenthèse. À l'époque, je ne savais pas du tout ce qui se passait, mais j'ai appris seulement il y a quelques années que la paralysie dans son lit, avec une sortie de corps à travers une fenêtre, c'était un des phénomènes classiques des enlèvements. À partir de cet événement, je me suis dit, Colin, si tu as à vivre sur la Terre jusqu'à... Et à l'époque, c'est fou ce que je vais vous dire, mais je dis la vérité. Je savais l'année que j'étais pour mourir. Je savais que je vivrais jusqu'à 95, 97 ans. Alors je me suis dit, si tu as à vivre aussi longtemps sur la Terre, il va falloir que tu acceptes de vivre ici et de vivre dans un corps, et même d'en jouir. Donc j'ai commencé à me poser des questions. Une de mes sœurs faisait une thérapie, elle faisait le cri primal à l'époque, une thérapie psychosomatique. J'ai dit, j'ai besoin de ça.
Je suis allé donc faire la thérapie du gris primal. Après, je me suis intéressé à un auteur, Alexander Lowen, qui était très populaire à l'époque. Les titres sont très parlants. Le corps bafoué, le plaisir, la spiritualité dans le corps. C'est un Américain qui, dans la foulée de Master et Johnson, a déculpabilisé la sexualité, qui a développé des techniques d'exercice pour débloquer l'énergie dans le corps, pour qu'elle circule librement et qu'elle aussi ait un impact sur la sexualité. Alors, j'ai commencé à pratiquer les exercices, à commencer à sentir dans mon corps, parce qu'après les thérapies qui m'ont servi à débloquer les blocages dans mon corps, j'ai commencé à réénergiser tout mon corps. Je me suis intéressé aussi à Thérèse Bartera, une Française, une collègue, qui, elle, a créé ce qu'on appelle l'anti-gymnastique. Des mouvements, des exercices qui aident à faire que le corps soit débloqué. À ce moment-là, il y a une voix qui me disait « Pourquoi faire des œuvres d'art de matière quand la plus belle œuvre d'art, c'est moi-même? » Et au lieu de faire des tableaux, comme je faisais à l'époque, j'ai commencé à faire des expositions, au lieu de faire des tableaux, pourquoi que je ne prendrais pas mon corps, mon être, et je n'en ferais pas une œuvre d'art? Et c'était le but que je m'étais fixé, en arriver à ce que je sois bien dans un corps physique et dans un corps humain, et que même que j'en jouisse. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Ah, mon Dieu, ok. Alors, il y a eu 3 ans de technique. J'ai fait beaucoup de relaxation, de la méditation, des voyages intérieurs. Je lisais tout dans le domaine du mieux-être, du bien-être. Et après 3 ans d'exercice et d'expérience, je me suis dit, bon, ça serait intéressant que je mette ça sur papier. Donc, je prenne le temps d'écrire toutes mes expériences et j'en fasse un petit bouquin. Pas dans le but de le publier, mais pour ma propre satisfaction. Et j'ai décidé de dire, bon, je vais aller écrire quelque part, une place tranquille. Mais je vais dire quelque chose juste avant, que j'oublie toujours de dire. À l'époque, j'étais allé rencontrer une voyante. Oui, je suis allé voir une voyante. Une voyante comme on peut l'imaginer dans sa cuisine, la bonne dame, assise dans sa cuisine avec ses cartes, avec la vaisselle tout autour. Et je suis allé voir cette femme-là parce qu'on me l'avait conseillé, comme quoi que c'était une bonne voyante. Et quand elle a commencé à faire de la voyance, elle est tombée en état second. Vraiment, la femme a complètement changé d'apparence. Elle a changé sa voix. Et elle me dit, toi, tu as vécu à l'époque de l'Atlantide et je te vois sur un trône et tu demandes aux gardes de libérer des esclaves. Wow, OK. Et là, elle se réveille et elle me dit tout naïvement, la bonne dame dans sa cuisine, est-ce que tu as compris quelque chose de ce que j'ai dit? J'ai dit, absolument oui. Elle dit, toi, tu es le genre, hein, tu lis des livres bizarres, hein, et tu les comprends toutes. J'ai dit, oui. Et j'en parle parce que ça va être le déclencheur de découvrir mes premières vies antérieures. À ce moment-là, je me suis dit, Colin, tu as réglé tous tes problèmes de cette vie-ci, tu as fait un nettoyage, tu as réanimé ton corps. Parce que quand on fait des thérapies psychosomatiques, après une séance de 2-3 heures de psychosomatique, on redécouvre que son corps, je m'assoyais sur une chaise et je me disais, mon Dieu, c'est bien doux ça, c'est doux. Ouh! Oh, les petits oiseaux qui chantent, comme c'est subtil. Je découvrais que mes sens, que je croyais naturels, avaient été, à travers les années, légèrement altérés. Et par des thérapies psychosomatiques, on découvre qu'on a des sens beaucoup plus larges, plus subtils. À ce moment-là, je décide, bon, je vais aller faire un tour quelque part pour m'isoler puis écrire un résumé de mes thérapies.
Et j'ai repensé à la voyante et j'ai dit, bon, on va aller aux îles Açores. En sachant que c'était les vestiges, pour moi c'était sûr, c'était les vestiges de l'Atlantide. On me l'avait dit, c'était clair, c'était précis. Mais une semaine avant que je parte, et je partais pour 2 mois et demi, en septembre en plus, où il n'y avait pas de touristes du tout, j'étais avec 2 femmes, 2 amies, 2 copines, et avec un garçon. Et une des filles dit, hey, on a un jeu de Ouija. Oh, ça serait le fun. Comme on dit au Québec, ça serait le fun de jouer avec un Ouija. J'ai dit, OK, pas de problème. Moi, je veux connaître mes vies antérieures. Parce qu'après avoir nettoyé mon enfance, j'étais convaincu que beaucoup de mes comportements étaient originaires de d'autres vies. Donc, j'ai commencé à faire des recherches, parce que j'avais déjà à ce moment-là des premières visions de vie antérieure que j'aurais vécues et qui influençaient ma vie actuelle. Alors, j'ai dit aux 2 femmes, j'ai dit, vous allez servir de cobaye et on va poser des questions. Alors, j'ai posé toute une série de questions sur mes vies antérieures. Bien, genre, donnez-moi 10 vies antérieures avec un titre, un nom et une description globale de l'être. Mais quand on a fait cette expérience-là, vers la fin, le Ouija se met à bouger et il dit, tu t'en vas aux Açores pour rencontrer des extraterrestres. Je reçois ça comme dernier message. OK. Bon, moi, je me suis dit, c'est le rêve de ma vie, c'est ma passion. Et peut-être que, inconsciemment, j'ai fait bouger la planche. Mais je suis parti. Prochaine image. Alors, pour ceux, vous connaissez les îles Açores, à la hauteur du Portugal. Au Québec, on connaît un peu moins ces îles, mais en Europe, je pense que vous les connaissez bien. C'est 7 îles, dont la principale, c'est celle-ci, São Miguel. Alors, j'avais réservé, prochaine image, j'ai pas la photo de l'hôtel, mais j'ai réservé un petit hôtel sur le bord de la mer, et j'étais tout seul. On était en septembre-octobre, pas de touristes, j'étais tout seul dans cet hôtel, sur le bord d'une falaise en volcanique. Il faut aller aux Açores pour voir que on est près de l'enfer. Quand tu vois la fumée qui sort entre les roches du sol, quand l'eau bouille très proche de la rive, c'est quelque chose. Et pour moi, j'étais convaincu que c'était les vestiges volcaniques de l'Atlantide. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à écrire le condensé de mon expérience thérapeutique. Et les voix qui me parlaient toujours, quand je voulais qu'ils me parlent, me disaient, Colin, si tu veux rencontrer des extraterrestres, il faut que tu élèves ta vibration. Sinon, ça ne se passera pas. Alors, tous les jours, en bon garçon, je les écoutais et j'élevais mes vibrations. 1 mois et demi, tous les jours, on élève des vibrations. OK. Vous comprenez que ça frôle un peu la folie, mais en même temps, c'était ma passion. Et où s'arrête la réalité et la folie, on ne sait pas trop. Mais quand on a une obsession et une passion, on essaie d'aller au maximum. Après 1 mois et demi d'élévation, de vibration, un soir, j'ai commencé à ressentir une chaleur intense au creux de mes reins. Comme si quelqu'un m'étampait un rond de poêle allumé exactement dans le dos, dans le bas de mon dos. C'était intense, c'était comme une brûlure. Et le lendemain soir, j'étais encore dans mon lit en train de méditer, et voilà qu'est apparu autour de moi 6 êtres. C'était des moines, avec un capuchon. Ils étaient 6, il y en avait 3 de chaque côté. Ils étaient en semi-transparence, donc ils ne se sont pas entièrement matérialisés. Puis moi, j'ai 28 ans. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, dans ma tête, comme j'explorais mes vies antérieures, et je savais que j'avais déjà été un moine dans une abbaye où j'étais calligraphe, où je transcrivais des livres à la main. Oh, ben c'est des copains de l'époque, ils viennent me voir. Ils m'intéressaient tellement aux vies antérieures que pour moi, c'était normal que 6 êtres moines viennent me voir. J'étais un peu naïf, mais on va comprendre très tôt que ces 6 moines-là n'étaient pas vraiment des moines.
Et ces 6 moines-là m'ont dit, on vient chercher une partie de toi, on va l'amener avec nous, on va expression très québécoise, on va le booster, c'est-à-dire qu'on va l'amplifier et on va te le ramener. Que peut-on répondre? D'accord, on va voir qu'est-ce qui se passe. Il faut dire que pendant 3 jours, ça a pris 3 jours, j'étais comme un légume. Pendant 3 jours, je ne pouvais que manger, dormir, aller aux toilettes. J'avais comme perdu une partie de mon intelligence. J'étais comme dans un état végétatif. Plus tard, je comprendrai qu'ils m'ont enlevé 2 corps supérieurs pour me laisser que les 3 corps de base. Un corps physique, un corps émotionnel et un corps mental. Mais, bon, je vais faire une parenthèse. C'est là qu'on rentre un peu dans les enseignements que j'ai reçus. Les animaux, comme les humains, ont au moins 3 corps de base, physique, émotionnel et mental, comme les animaux. Et les gens me disent, oh, donc les animaux sont comme nous. Non, non, non. Nous, on a 2 autres corps plus élevés qui nous donnent une perception beaucoup plus subtile de la réalité. Et quand on enlève ces 2 corps-là, on prend conscience de qu'est-ce que ressent un animal et qu'est-ce que perçoit un animal. Alors, ça a duré 3 jours. J'ai survécu pendant 3 jours et 3 jours après, ils m'annoncent qu'ils ramènent l'élément qu'ils ont trafiqué, qu'ils ont boosté, qu'ils ont amplifié. Et là, ça va prendre une journée entière pour réussir à faire entrer. On peut voir un moine, ils sont pas, disons, quand on les voit, c'est impressionnant. Et ça a pris une journée pour faire entrer en moi la partie de moi qu'ils avaient transformée. Prochaine image. Alors, ce fut un travail énorme pour faire rentrer un piano par un hublot. Alors, j'ai vécu un choc au niveau du cerveau. Et là, en quelques heures, je me suis mis à avoir des visions de monde. Je me suis mis à voir des villes futuristes. J'étais seul dans ma chambre et les murs disparaissaient et j'avais comme un panorama et je voyais des modes de vie qui appartenaient à d'autres époques. Et à un moment donné, je me disais, ben, c'est aussi d'autres planètes. Montre-la, oui. Oui. Le chant, merci. Elle enchaîne. Et ça a duré pendant 4-5 jours. Pendant 4-5 jours, j'avais des visions. Des visions de planètes, des visions de villes sous la forme de pyramides. Je voyais des temples à la guérison. Et je prenais des croquis, je faisais des dessins. J'étais comme en contact avec et même certaines images qui pourraient faire penser à une autre planète. Ça pouvait être sur la Terre, à une époque où il y a eu des civilisations avec une technologie et une beauté admirable. Ça a duré une semaine, les visions à peu près 4-5 jours, et là, le temps de revenir chez moi à Montréal était venu. Tu peux montrer la dernière. J'ai vu aussi des visions qui faisaient appel à des mondes supérieurs, des mondes assez éthériques. Et quand j'ai embarqué dans l'avion, je ne sais pas si ça se dit, embarquer, moi j'avais l'impression de ne pas avoir rencontré des extraterrestres, j'avais rencontré des moines. Mais je me disais, j'en ai rencontré un, moi-même. Parce que quand j'ai revécu toutes ces images, j'ai eu l'impression de me connecter avec ma totalité. Les visions m'ont projeté dans le passé et un peu dans le futur, et j'avais l'impression que j'avais établi un contact avec tout l'être que j'étais. C'était assez spécial. Alors, je reviens chez moi. Je m'étais rasé toute la tête. J'étais complètement dans un état second. Et à ce moment-là, quand je suis revenu, je me suis dit, je vais continuer à explorer mes vies antérieures parce que je me doutais que j'avais des souvenirs de vie antérieure qui me bloquaient dans ma vie actuelle. Je vais donner un exemple très simple. Je me rappelais d'avoir été un médecin au 17e siècle, à peu près en Espagne, et j'étais un médecin.
Et comme des médecins, je soignais avec la médecine de l'époque, mais aussi je soignais avec mes bras, mes mains, l'énergie en moi. Et ma femme de l'époque, qui était jalouse parce que je m'occupais plus de mes patients qu'elle, elle a eu le malheur de me dénoncer à l'Inquisition. L'erreur magistrale. L'Inquisition, à l'époque, c'était pas compliqué. On te fait venir, on te pose des questions, on te dit « Qu'est-ce que tu ressens? C'est quoi? » Ils sont très gentils au début, tu sais. Alors, ils te font dire tout ce que tu peux dire sur toi, et après, ils s'en servent contre toi. Alors, j'ai été torturé, et j'ai terminé brûlé sur un bûcher. Je voulais débloquer cette vie-là. Parce que le souvenir le plus fort que je vivais, c'était, je me voyais sur une charrette, on m'amenait pour être brûlé, et autour de moi, il y avait des gens qui me crachaient dessus, et ces gens-là, c'est des gens que j'avais guéris. C'est terrible. Alors, quand j'ai brûlé sur le bûcher, j'ai juré de ne plus jamais me servir de ce don. Les humains ne le méritent pas. C'était très fort en moi. Souvent, des souvenirs de vie antérieure, c'est des moments clés qui sont intenses. Alors, à ce moment-là, j'avais découvert qu'aux États-Unis, il y avait des hypnothérapeutes qui soignaient, entre autres, des gens qui avaient des problèmes dans cette vie actuelle en remontant dans les vies antérieures et qui, en déchargeant la charge émotive, amenaient la personne à se libérer de ses charges. Autant qu'au Québec et en Europe, on parlait encore de est-ce que la réincarnation existe, c'est-tu vrai, c'est pas vrai? Il y avait des hypnologues américains qui traitaient des cas lourds grâce à l'hypnose. Et ça marchait, ça fonctionnait. J'ai lu plusieurs livres dans ce sens. Alors à ce moment-là, j'ai dit, je vais m'en trouver un, moi aussi, un hypnologue à Montréal, et je vais faire une première série de séances sur mes blocages de vie antérieure. Juste me montrer où j'en suis rendu dans... Oui. OK. On va essayer d'écouter, parce que je vous ai amené un extrait d'une cassette d'hypnose que j'ai fait avec un hypnologue à Montréal. Et oui, c'est ça. C'est enregistré, le montage vient de mon atelier à Montréal. On le voit d'ailleurs sur un tableau. Je vais vous faire jouer, ça dure 4 minutes à peu près, mais c'est la première fois que je nomme l'entité qui est en moi. Il faut vous dire que l'hypnologue avec qui je travaillais, c'est un très bon hypnologue et il a pris plus de 20 minutes pour me mettre dans un état d'hypnose très, très, très profond. Il m'a fait descendre, retourner jusqu'au ventre de ma mère. Il m'a fait remonter dans différentes vies, différentes époques, jusqu'à arriver à dire à quelle époque tu es et comment tu t'appelles. Et lui s'attendait à tout, sauf ce que je vais dire. Mais il faut que je vous dise d'avance que les 2 premières phrases que je dis sont très faibles. La première, c'est « Il n'y a pas de temps ». Et la deuxième, « Je m'appelle Naja ». Vas-y. Mais si le son n'est pas très bon, on pourrait couper. Cette cassette a 40 ans. 40-45 ans. On est en 1980. Maintenant, je racontais jusqu'à 3 et à la vitesse de la magie, de la lumière, au chiffre 3, vous allez vous transporter à votre première réincarnation. Vous allez vous transporter à la première réincarnation que vous aviez. Vous allez avoir le nom, la date, l'année ou le siècle que vous êtes. Au chiffre 3, vous avez la toute première réincarnation. 1, 2, 3. Vous l'êtes maintenant. Quelle année êtes-vous? Quelle année êtes-vous? Quelle année êtes-vous? Quel est votre nom? Naja. Vous arrivez sur la Terre. Êtes-vous seul? Je suis avec un équipage. Nous arrivons sur la Terre pour
régner pour faire évoluer les primitifs de la planète Terre. Nous devons leur enseigner nos connaissances. Dites-moi, êtes-vous dans une place de la Terre? Comment s'appelle l'endroit? Comment va s'appeler l'endroit? Atlantide, mais c'est pas le vrai nom. Atalas est plus juste. Dites-moi, est-ce que vous connaissez un endroit qui s'appelle l'Égypte? Égypte. Nous essayons de répondre en Égypte. Nos savants savent déjà que notre ville est en danger, alors nous transportons notre savoir en Égypte. Ici, il y a des dangers. Est-ce que je peux savoir, est-ce que vous connaissez les pyramides? Les pyramides, elles vont permettre à la planète de continuer à tourner en rond d'une façon plus stable. Ils ont été construits de quelle façon? OK. Je l'ai juste un peu abrégé. C'est la première fois que je suis en état d'hypnose profonde, donc vous comprenez que je parle très lentement, ça vient de très loin. Alors, je le dis, j'arrive sur la Terre dans un vaisseau avec un équipage. Je m'en viens faire évoluer les primitifs sur la Terre. Je suis dans un endroit qui s'appelle Atlantide, mais le vrai nom est Atalas. Et nous transportons en ce moment notre savoir en Égypte parce qu'on sait que notre ville va être détruite. Et je vais expliquer un peu plus loin que l'axe de la Terre a un débalancement régulièrement. Et j'explique que les pyramides ont été construites pour équilibrer l'axe de la Terre, pour l'empêcher de vivre un autre déséquilibre. C'est la première fois que je parle, là. Je suis innocent, moi j'ai à peu près 30 ans. Et je vais expliquer comment elles sont construites. Donc, c'est une question de courant électromagnétique. On mettait nos mains devant nous et les pierres se soulevaient, on les déplaçait. Mais j'explique qu'on a un instrument au poignet. J'explique que les pyramides, c'était des montagnes découpées en morceaux pour avoir la même énergie qui va dans toutes les roches et qui sont déplacées une par une pour construire les pyramides. Plus loin, je vais expliquer que des pyramides ont été construites tout le tour de la Terre pour stabiliser son axe. D'ailleurs, après un déluge qui a eu lieu il y a 12 000 ans, et que les populations qui survivaient, parce qu'un déluge, un débalancement de l'axe de la planète peut se passer qu'en quelques semaines. Mais il y a des répercussions pendant des siècles, des siècles. Et à l'époque, les populations, après le débalancement de l'axe de la Terre, les populations étaient en mode de survivance. Et c'est les populations qui ont demandé aux dirigeants de trouver une solution. Et la solution qu'ils ont trouvée, c'est de construire des pyramides qui, en soi, ce sont des montagnes, mais placées sur une ceinture autour de la Terre pour aider à ce que la Terre se stabilise. Et ça a fonctionné. Je n'irai pas plus loin dans cette direction-là, mais c'est la première fois que j'ai entendu, moi, dire le nom Naja. Et plus tard, je vais apprendre que ça fait à peu près il y a 35 000 ans que Naja est venu avec un équipage sur la Terre pour provoquer un changement chez les primitifs. La suivante, qu'est-ce qui est arrivé après ça? Oui, à ce moment-là, j'avais 34 ans, j'ai déménagé à Montréal, et vous comprenez que toutes ces aventures-là, ça bouleverse beaucoup de choses en soi. Et on a besoin de se restabiliser. À ce moment-là, j'ai dit, Colin, on va mettre de l'accent sur ma peinture, sur ma carrière de peintre,
Et je me suis beaucoup impliqué dans le milieu des arts au Québec. Écrivain, journaliste, juge dans les concours. Et je vous montre rapidement 2-3 toiles de l'époque. Autant je vivais des expériences hors du commun, autant ma peinture était d'un classicisme. La seule chose de particulier, c'est qu'on est toujours un peu à vol d'oiseau entre la terre et le ciel. C'est la peinture acrylique sur toile. Ce sont mes toiles. C'est pas une photo, c'est mes toiles. Bon, et la troisième, elle me fait rire. J'ai fait un clin d'œil à un moment donné aux extraterrestres en faisant un tableau représentant un petit snack bar à crème glacée avec un robot en bois. Ça existe. Je l'ai trouvé quelque part à la campagne. Faut être fou. Et j'en ai fait une toile avec un ciel de fin du monde. Oui, OK. Alors, j'ai 35 ans, je prends 3-4 années pour OK. J'ai survécu à toutes ces expériences parce que régulièrement, je faisais un recul et je prenais 2-3 ans pour vivre normalement, m'intégrer dans la société, avoir un travail et m'impliquer dans le milieu des arts, entre autres. Parce que c'est souvent très intense. Mais à 35 ans, pendant que je faisais mes expositions, j'ai commencé à réexplorer les énergies dans le corps. Alors, oui, tu peux montrer la suivante. Donc, j'ai commencé à explorer ce qu'on appelle le tantrisme, c'est-à-dire manipuler les énergies pour vivre dans le corps des extases ou des orgasmes énergétiques. Et très rapidement, ça a donné des résultats avec moi. Et comment expliquer? J'avais déjà eu un premier contact avec cet univers-là quand j'avais 25 ans avec Lowell's. Et là, à partir de l'âge de 35 ans, j'ai commencé à manipuler les énergies dans mon corps. Au début, pour vivre simplement des orgasmes énergétiques, et après, vivre ce qu'on appelle des extases mystiques. Comment? Je ne détaillerai pas, parce que je vais aimer répondre à vos questions, mais il existe un texte que j'ai écrit, la tantrisme, ou l'art de manipuler l'énergie première. Et montre-moi la suivante. Je viens de lancer une vidéo, confidence, qui s'appelle « Manipuler l'essence première », où je raconte plus en détail c'est quoi la technique. Je suis un éternel chercheur. J'adore faire des recherches parce que je m'ennuie rapidement sur la Terre. Et si je n'ai pas des passions, je m'ennuie. Donc, pendant l'âge de 30 à 40 ans, je faisais ma peinture, mes expositions, et j'explorais l'univers des énergies. Je peux simplement dire que tout l'univers est fait d'une essence, une énergie première qui est partout, qui est neutre, et qui donne tout ce qui existe autour de nous. Tout ce qui est autour de nous dans l'univers est créé à partir d'une seule et même énergie. On est constamment bombardé par cette énergie, elle nous traverse et une partie s'accumule en nous. Il s'agit simplement qu'elle s'accumule, elle descend vers le bas du ventre par gravité, elle commence à toucher certains nerfs et elle provoque le désir d'avoir un rapport sexuel. Le rapport sexuel est là pour évacuer le trop-plein d'énergie et retrouver un équilibre entre le dehors et le dedans. Les extraterrestres qu'ils ont créés avec une fonction intérieure où on se rééquilibre constamment au niveau énergétique. Mais si on envoie l'énergie vers le bas, on vit des orgasmes énergétiques, mais quand on le redirige vers le haut, ça provoque des impressions d'extase, d'impressions de bonheur, de bien-être. Et si on le pousse au maximum, on parle d'extase mystique et on peut parler aussi de contact avec l'univers, avec le divin. Qu'on appelle contact avec l'amour inconditionnel divin. Et oui, j'ai vécu ça. Mais c'est super. Quand tu vis le contact avec l'énergie et que tu ressens l'amour inconditionnel divin, 1 heure après, quand tu sors dehors, tout le monde est beau. Tu aimerais toucher à tout le monde. Oh, que t'es beau, toi. Tu fais la gueule, mais c'est pas grave, t'es tellement beau à l'intérieur. Mais bon, ça se calme un certain temps. Ça ne dure pas des semaines. Et rendu à mais bon, c'est vrai le pire.
Mais je me retenais pour ne pas serrer dans mes bras tous les inconnus sur la rue. Mais rendu à 35-40 ans, je ne pourrais pas dire en quelle année, à peu près, on va dire à 38 ans, après des années d'exposition, j'ai recommencé à être obsédé par les extraterrestres et là, j'avais le goût de recommencer des expériences. Alors, la suivante, oh, qu'est-ce qu'elle fait là, hein? Ah oui, j'avais oublié. C'est que, à côté de ma carrière de peintre, je faisais aussi un peu de décor de théâtre. Et on m'avait demandé, une famille très très riche m'avait demandé si je pouvais garder leur enfant handicapé mental. Alors 3 jours par semaine, j'allais à la campagne et je gardais un handicapé. Et souvent, je me couchais sur le balcon et je regardais le ciel. Et un jour, une jolie ovni blanche en forme ovale a passé tranquillement entre les nuages. Et je ne l'ai vu que 4-5 secondes, car le reste du ciel était couvert. Ah! Et elle était blanche parce que je me doutais qu'elle reflétait le dessus des nuages. Je me doutais qu'elle était en métal, mais qu'elle reflétait le blanc des nuages. Et peut-être s'il n'y avait pas eu de nuages, personne n'aurait vu qu'elle aurait reflété le bleu du ciel. C'est ça, c'est une petite parenthèse. Il faut dire aussi que dans les années 45-40 à peu près, moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup de camping sauvage. Je pars en forêt et pendant une semaine, je vis seul et j'adore ça. Et j'ai voulu immortaliser cette passion en faisant une série de tableaux. C'est toujours un tableau. Entre autres, on voit ici un arbre en pleine forêt et j'ai fait peut-être une trentaine de toiles sur ce sujet. Et pour montrer que je suis fier de mon talent. OK. Suivant. Merci. OK. À ce moment-là, j'ai dit, je vais recommencer à fréquenter. Oh, il faut dire que toute ma vie, j'ai fréquenté des gens bizarres. On ne sait pas pourquoi. Mais j'étais attiré par des groupes. Moi, j'allais dans des groupes, toutes sortes de mouvements. J'ai été 3 ans avec les Rose-Croix, mais j'ai vraiment voyagé à travers les groupes. Et souvent, j'y allais comme un inconnu et pour aller chercher de l'information. Alors, à un moment donné, j'entends parler de soirée médiumétique. Je n'ai pas trop saisi le nom qui donnait, une messe médium. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont, c'est comme une messe, et là, devant, il y a des médiums, des voyants médiums, et ils font un rituel, des prières, des rituels, et à la fin, les médiums parlent aux gens et ils vont dire, toi, je vois ta grand-mère derrière toi et elle veut te donner un message. On appelle ça des messes spirites. Donc, ce qui mélange un rituel religieux et en même temps, c'est des conseils donnés par 3-4 médiums. Et parmi les médiums, il y avait une femme qui donnait aussi des ateliers chez elle pour explorer ses pouvoirs, ses capacités en tant que médium. Alors un soir, j'y allais toutes les semaines, le vendredi, et un soir, elle décide, et il faut dire, pendant ce temps-là, moi j'avais toujours un contact avec Naja. Parce que quand j'ai fait mon expérience où que Naja s'est présenté en se nommant, moi j'ai gardé la cassette. Et sur la cassette, il y avait la partie où l'hypnologue me mettait en transe profonde, en hypnose profonde. Alors chez moi, j'ai commencé à me servir de son message pour me mettre moi-même en état d'auto-hypnose. Et après 2 mois, 4 mois, plus besoin de la cassette. Je me concentre et en 1 minute, je suis dans un état d'hypnose profonde. C'était devenu naturel. Alors je vois dans une soirée, et la médium qui était devant nous a dit, ce soir, on va faire en sorte qu'une entité va nous habiter. Elle dit, moi, je vais me mettre devant vous et je vais demander à une entité d'entrer en moi et de s'exprimer à travers mon corps. Alors, elle fait l'expérience. Il est arrivé un... Oui. Oh, c'est vrai, ça bouge lentement. Oui.
Donc, j'ai pas la faculté de faire bouger les tables. Alors, cette femme, elle est habitée, tout d'un coup, elle devient habitée par un chef amérindien qui a commencé à parler des grandes prairies, des bisons. C'était très beau. Et après, elle dit, OK, je vais prendre quelqu'un dans l'assistance. On était peut-être 12 personnes et je vais en choisir un et on va faire en sorte que cette personne-là soit aussi habitée par une entité. J'étais là, j'ai dit, oh, moi. Oh, j'étais fébrile, j'étais, non, c'est moi. Mais je laissais mes mains dans mes poches. Là. Mais c'était, je voulais. Et ce n'est pas moi qu'elle a choisi. Elle a choisi un imbécile. Parce que n'importe quelle autre personne que moi, c'était un imbécile. Et là, il n'a rien dit. Il s'est levé debout. Il a fait... rien. Oh, j'ai dit. Et là, je suis rentré chez moi. J'étais survolté. J'étais comme ça. J'ai dit, pourquoi? Et là, la job me disait dans ma tête, je veux parler. Mais là, calme-toi, il est tard, je veux dormir. Non, je veux parler. Alors, j'ai pris un cahier, j'ai dit, vas-y, écris-moi ce que tu veux, là. Puis après ça, j'irai me coucher. Alors, il m'a dicté 5 pages, de toutes sortes d'affaires. Bon, moi, j'écris, hein. Il me dit d'écrire, j'écris. Mais ça a déclenché un autre phénomène, c'est qu'à l'époque, j'ai commencé à lire tous les canals, les canalisateurs, les channelings. Je lisais beaucoup de livres sur eux. Et j'allais en voir. Donc, j'allais dans des soirées où il y avait des canalisateurs. Qui, en 9 ans, à ce moment-là, c'était un être normal et pendant 1 minute ou 2, il se mettait en état second, il shakeait, un peu de bave à la bouche et il devenait une autre entité. Alors, et souvent, moi, j'y allais les voir et à la fin, ils répondaient aux questions des gens et moi... Non, c'est pas ça la réponse, c'est pas ça, il faut que tu lui dises, Je vais donner l'exemple le plus simple. Il y avait une jeune fille dans la vingtaine qui pose comme question à un canal, elle dit, moi j'ai eu une mère oppressante, qui m'a jamais aimé, qui m'a toujours rabaissé, elle était même violente. Qu'est-ce que je dois faire? Alors l'animateur, le canal, lui dit, il faut que vous passiez par-dessus, il faut que vous pardonniez à votre mère et tout ça. Et moi, j'étais assis et je disais, non, c'est pas ça la réponse. La réponse, c'est, madame, remerciez votre mère. Remerciez-la. Parce que grâce à elle, vous avez compris qu'est-ce que c'est de faire mal à des enfants. Qu'est-ce que c'est de rabaisser des enfants. Vous l'avez vécu. Et à partir d'aujourd'hui, si vous êtes intelligent, vous ne le ferez jamais à vos enfants pour toute l'éternité. Donc, remerciez votre mère de vous avoir fait prendre conscience de ce que c'est d'humilier un plus petit. Et si c'est bien rentré, vous ne le ferez jamais à personne d'autre. Donc, remerciez-la. Pardonnez-lui pas, mais remerciez-la. Voyez-vous à peu près le genre de personne que j'étais. Et 1 semaine plus tard, je fais venir chez moi un des canals que j'avais rencontré pour lui demander de faire une séance personnelle. Il se déplaçait à domicile. Et pendant la séance, je lui ai dit, j'aimerais ça faire la même chose que vous faites. Qu'est-ce que je dois faire? Et il me répond, si tu veux donner des ateliers ou des conférences comme moi, peut-être tu devrais prendre un cahier et écrire ce que ton entité a envie de dire. Moi, j'étais un peu arrogant. Je me suis dit, donnez-moi un micro. Je n'ai pas besoin de me préparer puis d'écrire. C'est ridicule. Un peu pendant. Mais j'ai suivi son conseil. Je pense que c'est la prochaine image. Je me suis enfermé chez moi. J'ai pris des cahiers, des stylos, bic. J'ai allumé des chandelles. J'ai allumé des chandelles, j'ai fait un certain rituel pour protéger l'endroit. Et là, j'ai dit à Naja, vas-y, exprime-toi. Et là, pendant 3 jours, il m'a dicté une centaine de pages. J'écrivais très rapidement, simplement. Ce n'est pas de l'écriture automatique, dans le sens qu'il ne prenait pas le contrôle de mon bras,
c'est qu'il me dictait dans ma tête ce que je devais écrire, mais ça allait tellement vite que je ne prenais pas conscience de ce que j'écrivais. Ça a duré 3 jours. J'ai écrit une centaine de pages. Et quand j'ai terminé, j'avais le bras mort. Je mangeais, je dormais, mais c'était à peu près tout. Et là j'ai compris que j'avais entre les mains le brouillon d'un livre. Alors, les conférences, oui, mais j'avais le brouillon d'un livre. Et le lendemain, je me suis dit, bon, OK, d'accord, je vais mettre ça dans un tiroir et je vais attendre, peut-être. Et non, Naja a dit, non, tu reprends ça tout de suite et tu me retranscris ça au bras. Et ensemble, pendant 3-4 mois, nous avons retravaillé, remanié, parce qu'il m'avait donné ça en vrac. Je les ai ici. Pour ceux qui veulent avoir des relais. Alors, ceux qui veulent des relais, on en a ici. Ce sont les textes de base. C'est les cahiers, comme vous avez vu, avec mon écriture. C'est presque illisible. Mais moi, je suis capable de relire ce que j'ai écrit. C'est ça. Alors, pendant 3 mois, j'ai remis le tout au bras. Et c'est devenu... Il faut dire aussi que c'était la première fois qu'il me communiquait des informations sur l'univers, comment fonctionne l'univers, donc c'était en vrac. Alors j'ai dû tout séparer, les textes, les paragraphes, en rapport avec les sujets, la chronologie et le déroulement. Et c'est devenu mon premier livre, À l'origine de tout, par Naja et Colin. Et ça donnait un livre de 170 pages. Tout est là. Mon histoire, au début du livre, il y a 20 pages sur mon histoire, d'où je viens, pourquoi j'en suis arrivé à pouvoir écrire ce genre de texte. Et le 150 pages, c'est Naja qui donne toutes les connaissances qu'il a accumulées à travers les millénaires. Je l'ai présenté à un certain nombre de maisons d'édition. Il y en a une très importante au Québec qui m'a appelé pour que j'aille les rencontrer. Et ils m'ont dit, oui, c'est bon, oui, c'est bien, mais on aimerait que l'entité Naja que sa vie soit plus détaillée dans le livre. Donc, je suis parti, j'ai rajouté 20 pages, parce que Naja raconte sa vie, mais par petites périodes dans tout le livre. Et quand il a lu le produit final, il a eu peur et il a décidé d'arrêter. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, cette maison d'édition publiait des livres de canalisation, mais avec des entités du genre Michael, l'ange Gabriel, et surtout, il fallait que ça descende sur un nuage lumineux. Là, je parlais de quelqu'un qui arrive en secours volant. Donc, il n'était pas prêt à ça. Et c'est dommage parce que maintenant, il publie des livres sur des canaux qui communiquent avec des extraterrestres. Donc, je l'ai présenté 7-8 ans trop tôt. C'est dommage. Mais c'est dommage, mais en même temps, il y avait une raison, tout a sa raison d'être, qui fait que je me suis équipé avec l'Internet, mon premier ordinateur. Ce livre-là est écrit en 2003, à peu près à 50 ans. À ce moment-là, j'ai arrêté ma carrière de peintre et j'ai commencé à enseigner. On me demandait d'enseigner la peinture et l'histoire de l'art. Donc, j'ai commencé une carrière de professeur et de conférencier en esthétisme et en histoire de l'art. Si j'ai une facilité à parler devant vous, c'est parce que j'ai donné beaucoup de conférences en histoire de l'art. Et à ce moment-là, j'ai dit, moi, je n'ai pas écrit ce livre-là pour rien. Alors, j'ai dit, je vais le mettre en liberté sur Internet. Alors, je l'ai mis et en PDF et tout le monde pouvait le télécharger. Et ça a commencé. Les gens ont commencé à le lire, j'ai commencé à recevoir des messages. Et j'avais tellement de messages que j'ai commencé à écrire ce que j'appelle des fascicules, donc des compléments. OK, Naja, l'éternel présent, c'est juste un paragraphe dans ton livre. Fais-moi donc 10 pages sur le sujet. Donc, j'ai commencé à faire des compléments qui expliquaient plus en détail certains éléments du livre. Prochaine image, parce que le blog. Donc, c'est devenu Naja à l'origine de tout par Colin Chabot. Alors, le titre original, c'était L'origine de tout. Mais il y a une éditrice qui trouvait que ça faisait un peu prétentieux. Mais bon, j'ai rajouté le A. Il faut dire que Naja a une particularité, il est obsédé par le tout. Tout partout, si vous lisez chaque chapitre, il y a 12 chapitres, le titre du chapitre a toujours le mot « tout ». Dieu est le tout conscient en nous.
J'en ai un qui vient comme ça, où plus que tout égale moins que rien. Ça, c'est le genre de phrase qu'il me disait quand j'étais jeune, puis que j'en avais pour une semaine ou deux à la comprendre. Mais l'Aja, à l'origine, il s'exprimait par des phrases courtes, mais qui contenaient tout un savoir. Parce que si vous n'avez pas lu ce livre, mais ceux qui ont lu ce livre, ils vont découvrir que ce n'est pas un langage ésotérique, mystérieux, ni religieux, ni symbolique. S'il parle clairement, simplement, et chaque phrase est en soi un grand concept. Alors, chaque phrase qu'il y a dans ce livre-là touche un des grands concepts, mais exprimé avec un langage accessible. Pas besoin d'avoir des clés, même pas des clés spirituelles pour comprendre. Tout est clair, c'est simple et c'est expliqué. Parce que c'est là que je vais commencer à comprendre des choses. Car avec l'Internet, quand j'ai commencé à diffuser, j'ai découvert que ma paralysie à 21 ans, c'était un phénomène extraterrestre. Ah, j'ai découvert que les moines encapuchonnés, c'est des reptiliens qui n'ont pas nécessairement un aspect qui est intéressant au premier abord. Et j'apprends qu'ils viennent en nombre de 6. Et là, je lis sur Internet que les contactés ont des marques sur le corps. J'en parlais. OK, je vais parler de ça, parce que les marques vont arriver après. C'est correct, je peux la montrer la prochaine. Tu sais, quand on vit beaucoup d'expériences dans ce domaine-là, puis qu'on n'a pas beaucoup de choses pour s'accrocher, qu'on n'a pas beaucoup de tangibles. Alors souvent, quand je vais à la campagne, comme ici, j'étais allé à un chalet d'une de mes sœurs, et je m'étais étendu en pleine nuit, sous les étoiles, puis là, j'ai dit, écoutez, là, je vous sers du mieux que je peux, j'écoute tous vos conseils, je fais tout ce que vous voulez, faites-moi, donnez-moi une preuve. Faites-moi une preuve. Je veux une preuve. Parce que moi, j'arrête tout de suite, là. J'arrête de faire ça, là. Une preuve. Et ça, c'est le chalet. Et pouf! Une boule de feu, incandescent, a passé au-dessus de ma tête, est allé, je ne sais pas où, l'autre côté, derrière une forêt. Et ça s'est passé en moins d'une minute après les avoir menacés. Bon, j'ai dit, OK. Pour un bout de temps, je vais être satisfait de votre preuve. La suivante. Oui, c'est ça. Je lisais sur Internet que les contactés avaient des traces. Ah bon? Et entre autres, Bob Hopkins avait sur Internet une entrevue où il parlait des marques sur le... Et il dit, une des marques les plus connues, les plus récurrentes chez les enlevés, c'est une brûlure, comme une brûlure de cigarette, devant, sur le mollet gauche. OK, attendons, le mollet gauche, OK, le mollet gauche. Ah, je l'ai. Alors, montre l'autre image, ça va m'éviter de faire un striptease. Voici. Alors, c'est cette marque-là. Tu peux la montrer, l'autre suivante, on la voit plus proche. OK, c'est comme une brûlure de cigarette. J'ai toujours eu ça. Et c'est un autre élément qui s'est ajouté à mes petites preuves qui s'accumulaient. Je me suis douté que s'il y avait une trace devant le mollet, j'ai supposé que c'était là qu'il prenait un échantillon de la moelle osseuse, parce qu'il n'y a pas de muscle sous la peau. Et ça, c'est mon hypothèse, on ne peut pas jurer. Et la suivante, ma chère Annie. OK, oh mon Dieu, d'accord, OK. Alors, en publiant mon livre sur Internet, gratuitement, j'ai commencé à avoir beaucoup de gens qui me posaient des questions. J'ai commencé à publier d'autres textes. Et comme vous, j'ai commencé à fréquenter les soupers ufologiques de Montréal, d'un mouvement qui s'appelle l'AQ, Association québécoise ufologique. Ne voyez pas un mauvais sens. Quand on est dans une province qui s'appelle Québec, ça commence par un Q et ça finit par un bec. Alors, on n'a pas le choix. C'est une phrase d'une chanson de Robert Charlevoix.
Et alors, j'allais dans des soupers ufologiques, à Montréal. Donc, on voit ici une photo. Et du même principe, on mange dans un restaurant et on monte au 2e étage et on a une salle qui nous est consacrée. Et un soir, dans une des conférences, le classique, c'est-à-dire la première partie, il raconte les cas du mois, ça veut dire les gens qui ont appelé pour signaler un ovni. Alors, la première partie, il fait le bilan des cas du mois. Et dans la deuxième partie, il y a des conférenciers. Et là, je découvre Pierre Caron, qui est un hypnothérapeute qui se spécialise pour les cas d'enlèvement. Il est hypnothérapeute et psychologue globalement, mais il est fasciné et passionné par les cas d'enlèvement, les contactés. C'est lui, Pierre Caron. La suivante, oh boy, retournons à Pierre Caron. C'est que, alors je prends rendez-vous avec lui, je me dis, bon, si je veux avoir des réponses à mon histoire, c'est la meilleure personne que je peux rencontrer. Alors, je vais le voir, mais il a un bureau tout à fait dans le nord du Québec, à 3 ou 4 heures d'auto de Montréal. Moi, je n'ai pas d'auto, j'ai une petite mobilette, 1978, qui roule à 40 km/h maximum. Bon, donc je me rends à son bureau, il fait une première expérience, seulement pour voir si je suis un bon candidat pour l'hypnose. Tout va bien, je suis un très bon candidat. Je retourne chez moi, une semaine plus tard, on a un premier rendez-vous où enfin, il va se passer quelque chose. J'arrive devant sa porte, la porte est barrée, et sa femme me dit que la patiente qui a passé avant moi a fait une crise et est obligée de la accompagner à l'urgence de l'hôpital, et que mon rendez-vous est annulé. Et là, je dois retourner chez moi sur ma petite mobilette pendant 3-4 heures de temps, et je me dis, mais pourquoi? Il y a quelqu'un qui ne veut pas que j'aie des réponses. Et je veux des réponses. À ce moment-là, on était à l'automne, le froid commençait. J'ai dit, on va arrêter un bout de temps. Donc, moi, l'hiver, je vais passer 6 semaines dans le sud, en République dominicaine, au Mexique, 6 semaines. Alors, je m'en vais dans le sud. Et au printemps, je reviens et je rencontre une personne dans les soupers ufologiques qui me parle de la DMT, de l'ayahuasca. Qu'est-ce que c'est ça? Et il me dit que les gens qui prennent ça, ils ont des visions, et possiblement même des visions qui concernent des êtres extraterrestres, des êtres d'autres mondes. C'est ça, c'est parfait. Ils ne veulent pas que je vois de quoi, je vais m'arranger pour voir de quoi. Alors, je fais venir la plante par la poste, par Internet. On peut tout faire venir par Internet. Alors, je fais venir les plantes. OK, je vais faire une petite parenthèse. Je suis végétarien, je ne fume pas, je bois aucun alcool, je ne prends pas de café, je ne prends pas de thé, je fais 15 minutes d'exercice par jour et je fais de la méditation. Alors, pour quelqu'un qui fait venir de la drogue par la poste, c'est assez nouveau pour moi. Alors, je la reçois, j'utilise la méthode que j'ai lue sur Internet, et je prends la concoction. Première expérience d'un week-end, rien. Alors, la semaine suivante, parce que je travaillais dans la semaine suivante, je double la dose. Et là, parce qu'ils disent qu'il faut passer par l'enfer avant d'avoir des visions paradisiaques. Sauf que dans mon cas, l'enfer, moi j'ai mal au cœur sur une petite balançoire comme ça, j'ai mal au cœur. Et là, je me suis retrouvé avec des mal de cœur, des vomissements, des diarrhées, des vomissements. Ça alternait d'un bord puis de l'autre. Je me couchais dans mon lit sans bouger, et ça bougeait. Et j'ai vécu 4 heures d'enfer, et je n'ai pas eu la moindre vision. Montre-moi les visions que j'aurais dû voir. J'aurais dû voir des choses comme ça. Ou comme ça. Rien. Sauf que, en ayant mis en danger ma santé, quand j'ai rappelé Pierre Caron, je suis retourné chez lui, à son bureau, et enfin, la première fois, j'avais des réponses. Maintenant, je sais pourquoi.
Parce qu'aux Açores, quand j'ai fait l'expérience, qu'on m'a introduit quelque chose dans mon cerveau, c'était Naja qu'on insérait dans mon cerveau. Et pour eux, pour que Naja soit toujours performant, il faut que le corps aussi reste intact. Et d'avoir pris une drogue, entre guillemets, j'ai menacé ma santé et mon équilibre. Et ça, ils n'ont pas aimé ça. Alors, ils se sont dit, on n'a pas le choix, là. Le Colin, il est prêt à tout pour avoir des réponses. Alors, j'ai fait 5 séances avec Pierre Caron. Qu'est-ce qu'il y a après ça? Hein? Oh, la vidéo. OK, oh, OK, d'accord. OK, alors, on a fait 5 séances ensemble. Et pour la première fois, à 64 ans, j'ai eu enfin des réponses sur mon histoire. Et comment, qu'à 4 ans, on m'a enlevé pour la première fois. Le temps est bon, on n'est pas trop en retard, parce que je dois vous dire une chose. À beau mentir qui vient de loin. Et dans mon cas, ça s'adresse. Alors, j'ai amené une vidéo où c'est l'enfant à 4 ans qui raconte qu'est-ce que ça fait d'être enlevé par des extraterrestres. Elle dure 20 minutes. Êtes-vous patient pour un 20 minutes? Mais l'enfant que vous allez entendre, c'est moi à l'âge de 4 ans. Et les phrases qu'il dit contiennent beaucoup d'éléments qui nous font voir l'enlèvement, vu sous l'œil d'un enfant. Qu'est-ce que c'est d'être enlevé par des êtres? Elle dure 20 minutes. Si c'est un peu long et si le son n'est pas très bon, je la commenterai. Mais ce qui semble banal va vous montrer vraiment la perception d'un petit enfant de 4 ans qui va jouer avec des êtres étranges.